Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e épisode d'Actualis. On est déjà à la mi-janvier, mais c'est la première fois qu'on se voit depuis le nouvel an. Alors je voulais vous souhaiter de la part de toute l'équipe du podcast d'Actualis une bonne année. Et en parlant d'équipe, il y en a une très belle autour de la table aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut Mathieu. Oh, c'est stylé. Cette semaine, on va d'abord partir en Amérique du Sud, dans une zone qui s'étend du nord du Chili jusqu'au sud du Pérou. Cette zone, c'est le désert d'Atacama. Il fait plus de 100 000 km², c'est un désert ultra aride et victime de la pollution humaine. On va voir ça avec toi, Pauline. Exactement. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va aller en Éthiopie, alors que la guerre du Tigré est officiellement finie depuis novembre 2022, date de la signature d'un traité de paix entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré. Pour les populations, la situation est loin d'être réglée. Julie est avec nous pour nous expliquer ça un peu plus en détail. Salut. Bonjour. Et puis enfin, en fin de podcast, on a rendez-vous avec le fameux Maxi Quiz de Nils. Salut. Salut. Et ben voilà, vous avez le programme. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualis. Et merci à Arthur qui est avec nous en régie aujourd'hui. Il va nous rejoindre pour le Maxi Quiz d'ailleurs. Et Pauline qui fait aussi le montage cette semaine. Double casquette. Double casquette, vu que ta première casquette, c'est surtout chroniqueuse. Alors pour introduire rapidement le sujet comme tu l'as très bien fait Mathieu, le désert d'Atacama c'est considéré comme le désert le plus aride du monde et il se situe justement à la frontière entre donc le Chili et le Pérou. C'est une région juste magnifique où on trouve des paysages uniques. Entre des vallées désertiques à perte de vue, des montagnes, la végétation, des geysers, des lacs de sel, on a parfois l'impression d'être sur une autre planète. En bref, c'est un lieu unique, avec un écosystème incroyable, aussi bien au niveau de la faune que de la flore. La partie guide touristique de ma chronique est terminée, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet avec une petite question. Depuis quelques années maintenant, on entend de plus en plus parler de ce désert, dans quelques articles ou documentaires, et à votre avis, pour quelles raisons ? Moi je sais du coup. Pourquoi est-ce qu'on parlerait dans aussi beau désert ? Pour le tourisme ? Ça aurait pu être les paysages, les phénomènes naturels incroyables qui ont lieu là-bas. Je pense par exemple à un phénomène qui est lié à l'apparition de fleurs colorées partout dans le désert tous les 5 ans. On pourra revenir dessus après si vous voulez. Mais non, on parle plutôt de pollution. Ouais. Ah, c'est moins gay. Beaucoup moins joyeux, c'est sûr. Parce que depuis quelques années, du coup, une partie du désert s'est transformée en une immense décharge à ciel ouvert, où s'entassent des tonnes et des tonnes de vêtements. Le dernier chiffre que j'ai trouvé recense pour l'instant plus de 39 000 tonnes de vêtements étalées dans le désert. En effet, le Chili s'est spécialisé depuis quelques années dans le commerce de vêtements de seconde main, mais le nombre de déchets produits est beaucoup trop important. Les entreprises de textile importent énormément et ne savent que faire du surplus de production. Et en plus, les vêtements ne sont pas acceptés dans les décharges municipales parce qu'ils ne sont pas biodégradables, qu'ils contiennent des produits chimiques et autres, et donc une bonne partie termine dans le désert, dans des décharges sauvages. Évidemment, ça pose plusieurs problèmes, les nappes phréatiques sont polluées, les risques d'incendie sont très importants et la décomposition peut prendre des dizaines d'années. Mais heureusement, le gouvernement chilien commence petit à petit à prendre conscience du problème et pour l'instant, il cherche simplement à obliger les entreprises qui importent des vêtements à prendre en charge les résidus textiles et à faciliter le recyclage. Mais c'est encore très peu et il faudrait trouver comment gérer les déchets déjà sur place. Pour l'instant, ils les enterrent. C'est fou en vrai qu'on se dise, ça peut pas aller dans une décharge, du coup ça va aller dans le désert. C'est ça, du coup on va le poser là en tas. C'est super pour la planète en tout cas. Elle adore, je pense. Alors du coup, tu parlais de ce phénomène de fleurs. On va essayer de se concentrer un peu sur le positif parce que là pour l'instant... C'est pour ça que j'ai rajouté les fleurs dans la chronique. C'est quoi du coup ? En fait, c'est lié à un phénomène naturel. Donc c'est un désert très très aride où il pleut du coup quasiment jamais, une des parties les plus arides de la planète. Mais tous les 5 ans, il y a un phénomène météorologique qui s'appelle El Niño. C'est la phase chaude d'un système météorologique dans les eaux tropicales de l'océan Pacifique qui provoque des précipitations du coup sur les zones côtières du désert tous les 5 ans et des plantes poussent. On a donc des fleurs violettes sur tout le désert. Waouh. Pendant tous les 5 ans. Et phénomène particulier de cette année, c'est qu'elles sont revenues pour la 2e année consécutive cette année, liée à un autre phénomène cette fois qui s'appelle la Niña. Mais cette fois, c'est une vague de froid qui a rendu la floraison une nouvelle fois possible, 1 an après l'ancienne floraison.
Donc c'est passé de tous les 5 ans à genre là ça va être... Ça dépend quand ils ont envie. Ok, ouais, d'accord. Mais ouais, après c'est pas hyper positif le phénomène de la Niña parce que du coup ça montre tous les bouleversements météorologiques. Ouais, c'est ça. Mais de base c'est joli et c'est tous les 5 ans. Ok, et du coup, je me permets de le souligner parce que nos auditeurs ne te voient pas, mais tu as un pull avec marqué Chili. Est-ce que tu y as été, toi, dans ce désert? Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Toi, ton avis, t'as des photos, etc., des vêtements Non, en fait, le désert est incroyable, mais quand tu es touriste, tu ne vois pas les Ah ouais, vraiment, tu vois caché. des immenses vallées avec des cailloux partout, hyper beaux, magnifiques, des lacs de sel, mais... Même là-bas, on parle pas du tout de tous ces problèmes de pollution dans le désert et tout ça. C'est très, très, très peu mis en valeur. Ça empêche un peu le tourisme, quoi. Ouais, c'est cool. Mais non, on n'en parle pas du tout. Eh ben dis donc, c'est joyeux là pour ce Ouais, début on d'année. est sur un bon mood. Surtout que j'ai lu que du coup, ils brûlent aussi des pneus, Ouais. notamment. Voilà, enfin. Parce qu'en fait, des ils sont pas vêtements, arrêtés aux des vêtements en termes de chaussures. pollution. Il y a des énormes décharges de voitures aussi, des décharges d'un peu tout, quoi. Il y a pas mal d'articles qui parlent de poubelles de la planète, ou je sais plus les noms qui étaient employés. J'avais lu ça. Ouais, la poubelle du monde, dit Voilà. le Figaro. Exactement. Et du coup, qu'a fait tu disais qu'il y a une prise de conscience un peu là, du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait pour atténuer le phénomène, enfin la pollution? Alors du coup, par rapport à ça, ils voulaient faire passer une loi de responsabilité étendue du producteur, donc pour obliger par rapport aux vêtements les entreprises à gérer ça. Et en fait, donc tous les vêtements qu'elles importent, ils sont obligés de les prendre en charge et ils peuvent pas les rejeter dehors. Même les invendus, du coup. Ouais, c'est ça. Ok, et très à bien. faciliter le recyclage et tout ça. Non, mais ça peut C'est être une bonne Mais ouais, solution, oui, du coup. oui, Enfin, ça responsabilise un peu plus les C'est entreprises. ça. Et ça montre que clairement, ils essayent de faire quelque chose au moins. Ouais, c'est clair. Ils se sont rendus compte du problème au moins. Ouais, heureusement. Même si les touristes ne s'en rendent pas compte, C'est c'est bien que le gouvernement chilien le voit, quoi. Ouais. Ok, et merci beaucoup pour cette chronique très intéressante sur l'Atacama. J'essaie de bien... Félicitations. Ouais, alors qu'en plus c'est pas si difficile à dire que ça, Atacama, juste Ouais, c'est ça. petite pression quand on le dit. En parlant de noms compliqués, on va parler du Tigré. C'est pas non plus compliqué en fait, mais le mot. Ça va. Ouais, c'est mais... l'un des mots les moins compliqués, tigré. Enfin, vraiment. Tigré, mais bon, tu me laisses faire mes transitions. Pardon. Voilà, parce que si le mot n'est pas compliqué, la situation un peu plus, et c'est ta chronique, Julie. En effet, depuis maintenant plus de 2 ans, une guerre oubliée se joue au Tigré, une région au nord de l'Éthiopie. Elle oppose l'armée du gouvernement fédéral sous les ordres du Premier ministre Abiy Ahmed, pourtant lauréat de la paix en 2019, et les forces du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui dirige la région depuis plus de 30 ans. La presse n'a pas accès au nord de l'Éthiopie et les communications y fonctionnent de façon aléatoire, rendant impossible toute vérification indépendante. Le Monde n'a d'ailleurs presque jamais vu la moindre image de ce conflit. Est-ce que ça vous parle d'avoir vu une image ou... Du tout. Alors moi j'ai vu une image récemment sur Instagram parce que j'ai vu une info de Views avec le nombre de morts et donc du coup j'ai vu une image mais ouais c'est tout. Ouais, peu fréquent dans les médias classiques on va dire, relayés et suivis par la plupart d'entre nous. Du coup, avant de poursuivre cette chronique, je pense qu'un petit bref rappel sur le Tigré pourrait être nécessaire. Du coup, avec plus de 110 millions d'habitants, l'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. C'est une république fédérale divisée en 10 régions autonomes et dont le Tigré a pour capitale Mekele. Ce territoire plus grand que la Suisse est situé au nord du pays, à la frontière de l'Érythrée et du Soudan. Du coup, la région est peuplée de près de 6 millions d'habitants, appartenant pour la plupart à l'ethnie tigrène qui représente environ 6% de la population totale de l'Éthiopie. Après 2 ans de guerre sanglante, le gouvernement et les rebelles du Tigré ont signé un accord pour mettre fin aux hostilités le mercredi 2 novembre. Les partis se sont notamment engagés à désarmer les combattants du TPLF, à respecter l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et à rétablir l'ordre constitutionnel dans la région du Tigré. Depuis le 24 octobre, les délégations du gouvernement fédéral éthiopien et des autorités rebelles du Tigré avaient entamé des pourparlers de paix à Pretoria, donc la capitale de l'Afrique du Sud, sous l'égide de l'Union africaine, pour trouver une solution à la guerre qui ravage le nord du pays. Mais pendant ces discussions, les combats ont continué au Tigré, où progressent depuis la mi-octobre les troupes fédérales éthiopiennes, épaulées par l'armée érythréenne et par la force et les milices des régions de l'Amhara et de l'Afar voisines.
Dernièrement, d'ailleurs, ce jeudi 12 janvier, une force régionale ayant soutenu le gouvernement fédéral éthiopien s'est retirée d'une ville stratégique de cette région au nord de l'Éthiopie, conformément à l'accord de paix. Mais du coup, est-ce que vous avez quelques idées sur l'origine de ce conflit ? Personnellement, pas du tout. Ben, moi oui, mais parce que j'ai lu la page Wikipédia Évidemment, avant. ça facilite Il quand est même. renseigné. Ouais, ça aide, hein, mine de rien. Il arrive préparé. Non, du tout, pas du tout. On n'a aucune idée, explique-nous, vas-y. Allez. Du coup, officiellement, la guerre a commencé en novembre 2020 par une offensive lancée par le gouvernement central pour renverser les autorités rebelles du Tigré issues du TPLF. Le parti qui dirige la région autonome a été accusé d'avoir attaqué des bases de l'armée fédérale au Tigré, mais le conflit remonte en réalité à 2018 avec l'arrivée du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed d'origine Oromo, l'ethnie la plus importante du pays. Ce dernier a écarté progressivement du pouvoir fédéral le TPLF, qui était une force politique majeure en Éthiopie depuis 1991. Ce Premier ministre lance alors l'armée fédérale dans la bataille du Tigré, donc cette offensive va déboucher sur une guerre civile. Rapidement, la capitale du Tigré, Mekele, est prise, le TPLF se retranche alors dans les montagnes. Face à l'ampleur de la contre-offensive, les forces éthiopiennes se retirent. En juin 2021, par exemple, le TPLF reprend la province et s'attaque aux régions voisines de l'Afar et de l'Amahar, devenant une menace presque existentielle pour le gouvernement fédéral. Ils se sont même rapprochés à 200 km d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. À partir de l'été 2022, le conflit a connu un nouveau renversement et le gouvernement a repris le terrain perdu, notamment grâce aux drones fournis par la Turquie. Rapidement, le gouvernement fédéral décide d'imposer un blocus humanitaire au Tigré. La région reçoit à peine 10% de l'aide nécessaire pour faire face à ce blocus. Pendant 2 ans, la région a littéralement vécu privée de tout, donc de nourriture, de soins, d'électricité, de téléphone ou encore de carburant. Et depuis septembre, même l'aide humanitaire n'avait plus le droit d'entrer au Tigré. Des envoyés spéciaux avaient donc été invités à aller sur place afin d'inciter les belligérants à entamer des négociations formelles, mais leur médiation n'avait jusque-là pas permis de freiner la reprise des combats. Les rebelles du Tigré avaient annoncé cependant le 11 septembre qu'ils étaient prêts à faire des pourparlers sous l'égide de l'Union africaine, une option qu'ils avaient jusqu'alors toujours rejetée. Mais aujourd'hui encore, malgré l'accord trouvé, de nombreuses interrogations pèsent sur son application, puisque la mise en œuvre du désarmement du TPLF risque de poser des difficultés. Si les forces tigrènes rendent leurs âmes, elles ne pourront plus protéger leur région contre toute attaque ultérieure que pourrait lancer l'Érythrée, d'autant qu'elle ne bénéficierait sans doute pas du soutien militaire des troupes gouvernementales éthiopiennes. Mais tant que ce désarmement ne sera pas effectif, il est probable que le gouvernement érythréen refuse de retirer ses troupes des zones qu'elles occupent. Les rebelles tigréens assurent désengager 65% de leurs combattants de la ligne de front, mais cela ne signifie pas que les combattants vont déposer les armes. Donc aujourd'hui, les ONG qui ont de nouveau accès à cette région voient défiler des enfants au visage émacié, aux os saillants, qui rappellent la famine des années 1984 et 85. La sécheresse dans la région n'arrange rien. Le programme alimentaire mondial estime que plus de 20 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'une aide d'urgence et va faire venir d'Ukraine 60 000 tonnes de céréales supplémentaires. Cette guerre a provoqué une catastrophe humanitaire déplaçant plus de 2 millions d'Éthiopiens. Aujourd'hui encore, donc le bilan des morts et des blessés de cette guerre est inconnu. Cette guerre oubliée est marquée aussi par de multiples exactions, donc massacres, viols, tortures, commis par toutes les parties selon une enquête conjointe de l'ONU et de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. L'International Crisis Group et Amnesty International le décrivent comme l'un des pires conflits et les conflits le plus meurtriers au monde. Merci beaucoup, Julie. J'ai une question. Dis-moi tout. Alors c'est peut-être que j'étais pas assez attentif, mais du coup tu as dit que donc il y a la guerre au Tigré qui est donc une région dans le nord du pays, de l'Éthiopie. Mais du coup, si la guerre se finit, que genre ils ont signé un conflit là en novembre, ils ont signé un traité de paix en novembre 2022, mais en fait ils restent sur place, les forces territoriales, le Front de libération du peuple du Tigré, en fait, ils restent sur place. Ouais, c'est ça. En fait, ils restent entre guillemets chez eux, puisque c'est là-bas où ils gouvernent depuis des années et qu'ils exercent tout simplement. Mais du coup, la contrainte de cet accord serait qu'ils soient désarmés pour être sûr que le conflit ne puisse pas reprendre. Mais comme je le dis, ce qui peut poser des problèmes, parce que pour eux, être désarmés voudrait dire être une proie facile pour, par exemple, l'Érythrée, avec qui ils sont en guerre depuis maintenant plus de 30 ans.
Ok, et il y a des chances qu'il y ait des soldats du coup du gouvernement éthiopien qui retournent dans la région, ou ça va rester un espèce de no man's land, enfin supposé no man's land Alors ça, d'armée. honnêtement, c'est pas ce qui est prévu pour l'instant. Après, je sais pas du tout, mais pour l'instant, rien n'est prévu pour que des forces aillent au Tigré pour les aider militairement. Ok, donc ça reste très Ouais, flou. Très très flou, et dans tous les cas, on sait que ce conflit ne sera jamais vraiment fini tant que tous les accords ne seront pas mis en place. D'accord. Moi je trouve ça fou qu'on n'en entende pas genre tous les jours parler, alors que je vais pas comparer parce que l'Ukraine c'est quand même beaucoup plus proche, mais l'Ukraine on en entend quand même assez souvent parler, et oui, il y a eu plus de morts. Il y a eu plus de morts Bah oui, en c'est Ukraine, ça. c'est ça que tu me souffles, C'est Mathieu ça que je te soufflais, que du coup c'est le principe de souffler sert à rien. Mais ouais, c'est un article de France Info qui dit qu'il y a eu 2 millions de déplacés et 600 000 morts. Ils disent c'est plus qu'en Ukraine. Ouais, et on en entend enfin pas du tout parler. Moi du coup j'en avais vu une photo seulement, un post, mais ouais, ça fait pas la une des journaux, ça fait pas l'ouverture des JT, contrairement à l'attaque qu'il y a eu en Ukraine. Donc je trouve ça, enfin je sais pas s'il y a une explication. Tu as dit dans ta chronique que la presse n'avait pas le droit d'entrer dans certaines zones, donc ça doit un peu expliquer cela. Ça doit être la violence des combats qui permet pas à la presse de vraiment bien couvrir le conflit, mais je pense qu'on pourrait quand même plus en parler. Je me souviens qu'en 2020, quand justement la guerre a débuté, on avait quand même pas mal d'articles qui couvraient, surtout que le Premier ministre est un ancien lauréat de la paix. Du coup, ça avait vachement surpris, puisqu'il avait été lauréat justement pour avoir arrêté la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc ça avait vraiment beaucoup fait parler. Et depuis, c'est vraiment passé à l'as. Après, il y a plus de morts, certes, puisque ça fait beaucoup plus de temps. Mais je pense que c'est en aucun cas un fait qui devrait être marginalisé dans les médias. Eh ben merci pour cette discussion et cette chronique très intéressante. Ouais, c'est clair. Et bon, maintenant qu'on a une ambiance un peu plombée dans le studio, C'était que Je des vais chroniques remettre, de... Ouh, bonne que des ambiance. chroniques joyeuses, mais non, mais en même temps, des fois, Il faut en parler. oui, c'est ça, il faut en parler, surtout que le Tigré, on n'en parle pas énormément, et le désert de l'Atacama encore moins, sauf pour dire qu'il y a des belles fleurs. Exactement, mais elles sont très jolies, c'est vrai. Voilà. Ça on peut pas leur enlever. Et il y a quelque chose aussi dont on parle très peu dans les médias, alors que c'est un événement toutes les semaines. Bien sûr. Toutes les semaines, la Terre s'arrête de tourner pour dire c'est quand le Maxi Quiz de Nils? C'est maintenant. Et donc le Maxi Quiz avec toi Nils. Yes, on enchaîne sur une touche un peu plus positive. Julie et Pauline, c'est pas ton premier maxi quiz, toi? Non. Julie, du coup, je t'explique les règles. Il y aura 2 questions simples. Donc, il faudra dire son prénom et donner la réponse. Ok. Le plus rapide donne la réponse. Ensuite, on aura une estimation par rapport à un nombre. 2 autres questions simples, puis s'ensuit un tour de table où donc c'est sur un thème où il y a plusieurs réponses et chacun donne une réponse tour à tour, Ok. et celui qui n'en a plus perd, et on comptabilise les points, et à la fin c'est Mathieu qui gagne. en gros c'est ça, il a jamais perdu depuis le début. C'est bon. Si, j'ai Si, perdu t'as plusieurs perdu fois quand c'est toi qui jouais. Oui, non mais bon, après on peut pas trop t'en demander non plus. Hein. Oui, forcément. Enfin, c'est... Bon, je vous propose de passer directement du coup à la première question, qui est peut-être la plus compliquée. Je m'excuse d'avance. Peut-être. Tout réside dans le peut-être. En fait, elle est à la fois simple et compliquée. Vous allez voir, je vous donne l'énoncé directement. Comment dit-on en arabe vaste zone dépourvue de végétation? Arthur. Oui. Sahara. Et ben voilà, bonne réponse. Bien joué. C'est une bonne réponse. En fait, c'est un mot qu'on connaît tous, mais on connaît pas forcément la signification. Et ben ça. Non mais moi c'est parce que je parle couramment. Non mais du coup, ouais, le Sahara qui est du coup bien connu sous le désert nom du de Sahara. Comme C'est ça. ce que j'allais dire vraiment. Non mais le désert du Sahara du coup qui est très connu, et donc Sahara veut dire textuellement vaste zone dépourvue de végétation en arabe. Ça nous fait un premier point. Et donc, si on traduisait en français, ce serait un peu le désert. Ce serait le désert de vaste zone dépourvue de végétation. Qui est littéralement une Un définition de désert. Exactement. Question suivante, ça nous fait du coup un point pour Arthur Guillermo qui prend la première place, enfin la tête. Quelle était la couleur du tout premier logo de Twitter? Arthur. Oui, Vert. oui, c'est une bonne réponse.
très fort, Non, tu mais c'est parce roules que, sur non, le mais c'est parce que Mexique j'avais aujourd'hui. déjà vu le logo de Twitter, mais L'ancien. les anciens logos, mais j'étais plus sûr de moi là d'un coup. Et ben, félicitations, ça Wow. fait 2 points. Et qui est maintenant bleu. Et c'était même pas un oiseau le premier. C'était même pas un oiseau vert. C'était quoi C'était Twitter écrit en bulle. Enfin en. En chat. Ouais, voilà, ouais, plus ou moins. Et c'était du coup la calligraphie verte. Et pourquoi l'oiseau? Je n'en ai absolument Tweet. pas la réponse. Je crois que tweet en anglais, c'est genre un. C'est le bruit de l'oiseau, Un- c'est le un- cuicui, je crois. C'est tout. Ouais, tweet. genre cuicui, c'est un T'as truc raison. comme ça, ouais. Merci. Et donc ça nous fait 2 points pour toi, Arthur. On enchaîne du coup avec l'estimation. Je vais vous demander de me donner une année de naissance, mais pas de n'importe qui. De Victor Hugo. Arthur. Oh là là là. Alors j'ai sa mort, ça marche pas. Non, non, non. Bah non. C'est parce que je te- Non, mais je pense qu'il est mort jeune. Non, je te demande sa naissance, tu veux. 1830. 1830. Très bien. Pauline. Tiré 1815. Très bien. Mathieu. 1800. Attends, entre 15 et 30. 22. Ah, ça joue très stratégique. 22, bien sûr. Très bien, ça n'a aucun courage sur ma droite. Julie. 1814. 1814. Oh, bien joué, pareil, c'est très ça joue stratégique. stratégique et Voilà. ça paye. Parce que c'était 1802. Ah Donc c'est Julie qui remporte le point. Et ouais, C'est il, fou. il est pas mort. Il est mort en Il est quelle année mort. Pour moi, j'avais 1884 en tête. Mais c'est peut-être une erreur. Mais je sais pas 1884, mais pour moi, c'est dans les années 1880. C'est 1885. Donc Ah ouais. t'étais pas Pas si loin. mal. Mais il est mort à 83 ans. du C'est coup. énorme. Ah oui, pour Bien- l'époque. Bien conservé, Victor. Bien conservé, on sait pas. Oui, non, mais 83 ans, oui, t'as raison. Pour cette époque, 83 ans quand même. Ah ouais. Non, c'est pas si mal. Et ça nous fait du coup un point pour Julie, qui du coup prend la deuxième place. Arthur toujours premier. Et Mathieu et Pauline, 0. 0. Maintenant, je vais en appeler un peu à votre mémoire, parce que je pense que vous connaissez tous la réponse, mais il va falloir réfléchir un peu. C'était il y a pas si longtemps. Ça va être en rapport avec la Coupe du Monde au Qatar. Quelle équipe s'est faite battre par l'Argentine en demi-finale? Mathieu, Oui. Ah bah. je vais dire totalement pif, la Belgique. Et bah, ton pif n'a eu tort. Pauline. Ce n'est pas la Belgique. Les Pays-Bas. Non. Arthur. C'est une- Oui. La Croatie. C'est une bonne réponse d'Arthur. Félicitations. Tu prends ton 3e point et ça va être dur d'être rattrapé. Mais oui, c'est la Croatie effectivement qui ont gagné derrière la petite finale face au Maroc que la France avait donc affronté. Félicitations. On passe du coup à la dernière question simple qui est Mathieu Tota. Arthur. Oui. M. Pokora. C'est une bonne réponse. Moi, je suspecte tricherie. Ah mais, Non, non, pas non, du tout. incroyable. Non, non, je vous jure. Je Non, jure. non. Non, bah, il aurait pas répondu bon à toutes les questions non plus. On aurait fait des Même petits- en trichant, je crois que je suis un cas de là, c'est juste du pif, juste de la chance. Eh ben écoute, Parce que Bien je joué. connais pas parfaitement la biographie de M. Pokora, je vous rassure. Mais c'est bien joué. Je pensais Mm. que. Je on va pensais que faire vous un auriez hors-série, compris ça. Actualis. C'est toi qui chantes toute la discographie de M. Pokora. C'est ma punition un peu pour gagner. Enfin, Les quoi que planètes tournent tout Non, non, mais pas autour. maintenant, pas maintenant. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Si, c'est gratos, Non, c'est non. pour moi, c'est cadeau. Hors Ça ne série, sera pas coupé. hors série. Bon, oui, bah très bien. Du coup, c'est une victoire déjà d'Arthur avant même le tour de table. c'est pas- Ouais, oui, je vais dire, on peut quand même continuer. Ah, mais à bien jouer, sûr, bien sûr. On arrête, Ah, allez, bah oui. bonne nuit à tous. Non, pour le il faut- beau, Merci d'avoir le beau il faut geste. sauver l'honneur. Il faut que Pauline et Mathieu se battent pour avoir un point et Julie un point de plus. Du coup, le tour de table, je vais vous demander, il est assez simple. Vraiment, normalement, ça va aller vite au début. Je vais vous demander toutes les préfectures de France. Pop, pop, pop. Ah, ça va pas l'air si simple en fait. Vache. À la vue de vos mines. Et du coup, on va commencer par l'homme en tête, Arthur. Pontoise. C'est une bonne réponse. Amiens. Amiens, c'est une bonne réponse. Versailles. Je voulais dire C'était ça. évidemment une bonne réponse. Pauline. Lille. Lille, oui, c'est une bonne réponse. Créteil. Créteil, c'est une bonne réponse. Lyon. Oui, Je vais prendre les faciles aussi, Marseille, du coup. très facile. Brest. Brest, c'est une bonne réponse. Bordeaux. C'est la préfecture de la Gironde. Oui, 33. Très bien. C'est un des seuls numéros que j'ai, je me permets Ah de ouais. le dire. Félicitations. Bon. Félicitations. Reims. Et non, Reims n'est pas une bonne réponse. C'est Châlons-en-Champagne, la préfecture de la Marne. Ah, mais donc, en plus, tu nous On envoies. peut plus Bon, trouver bah, Châlons bah, en je- Champagne. Merci. Ah oui, Non, bah, si je l'avais, non, en mais du plus. coup, je suis désolé de vous enlever ce si connu Châlons-en-Champagne, mais non, du coup, Reims, c'est une sous-préfecture. Comme quoi, Oui. donner les grandes villes ne marche pas forcément. Eh ben, moi, je vais dire Strasbourg. Strasbourg, c'est une bonne réponse.
Je suis pas du tout sûre de moi, mais Châteauroux. C'est une bonne réponse. Préfecture de l'Indre, Arthur. Je vais dire Saint-Denis. C'est une mauvaise réponse. C'est Bobigny. Et la Réunion. Il n'y a pas la préfecture de la Réunion? Mais c'est pas Saint-Denis de la Réunion le nom? Saint-Denis, ça s'appelle. Non, c'est Saint-Denis, t'as Si raison. je peux me permettre. Bah, j'ai dit Saint-Denis normalement. C'est une Non, non. Du coup, j'ai donné en plus la Non, préfecture je vais de être honnête, 93. j'imaginais. Bah non, mais c'est une bonne réponse quand même. T'as donné un nom de Non, mais préfecture. je Après, il a déjà gagné, donc en soi, il s'en fiche. Hein. je pensais à Saint-Denis. Oui, c'est vrai. 93, Non, donc t'es je suis éliminé. Ouais. Je vais être bon joueur quand même. Bah, du coup, entre Mathieu et. C'est à toi, Mathieu? Entre Mathieu et Pauline. Alors, il y en avait un que j'avais en tête, mais que j'ai oublié. Non, c'est bon, c'était Rennes. Oui, Rennes, c'est une bonne réponse. Montpellier, C'est une bonne réponse. Toulouse. C'est une bonne réponse. Dunkerque. C'est pas une bonne réponse, c'est dans le département du Nord, c'est Ok. Lille du coup. Et du coup, Mathieu qui prend un Ouf. point, qui sauve l'honneur quand même Ouais, quand sur le même. fil au dernier moment. Mm. Mais on est quand même sur une victoire d'Arthur, la première de l'année. Enfin, la première Non. de la saison. Non, j'ai déjà. Je vous D'accord, jure, eh bah- on peut aller voir dans les archives, j'ai Et ben, déjà on gagné. remontera Mais les archives. je pense que ça se compte sur les doigts Oh. de Oui, d'une non, mais- demi-main D'accord. ou d'un quart de main. Mais D'accord, j'ai ouais. déjà gagné une fois. Oui, c'est la première ou la deuxième quoi. Non, mais du coup, c'est. Enfin, félicitations Arthur, félicitations Bravo. Julie qui arrive deuxième. Et Mathieu dernier. Non, Mathieu troisième et Pauline dernière. Mais bravo à tous. Les questions étaient simples, ça allait. Ouais, moi un peu trop simple en fait, je trouve, parce que bon, si Arthur avait gagné, à quoi ça sert de faire? N'empêche que tu les as pas eu. pas- il en- peut pas en- se tu les as quel pas eu. mauvais joueur, Ah il non, peut mais pas en- s'en empêcher. C'est pour le bon mot, écoutez. Il a roulé dessus, quoi. Et ben voilà, merci beaucoup Nils pour ce maxi quiz. Et merci à toute l'équipe du podcast cette semaine avec, par ordre d'apparition, Pauline qui fait aussi le montage cette semaine, merci. Julie, Nils et Arthur à la régie et qui est en charge de gagner le maxi quiz en 2023. C'était Actualis saison 4 épisode 9. Merci à vous chers auditeurs, chères auditrices. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure, 18h environ. En attendant, vous pouvez retrouver Actualis sur tous nos réseaux sociaux. Bonne fin de semaine.